Vous écoutez le podcast Photostoria. L'image parle, la voix raconte. Tout à coup, j'étais dans les documentaires du commandant Cousteau. J'avais passé ma vie à faire semblant d'y être, mais là, d'un coup, j'étais convaincu d'y être cette fois-ci. Je pense que ça contribue tout simplement à éveiller les consciences parce qu'on est aussi tout simplement peut-être dans un propos universel. On est face à notre patrimoine commun à tous. Fais preuve de ton talent, si tant est qu'il y en ait, et vas-y, sublime cette baleine par une photo. Je pense que je ferai rien de bon. Tout le boulot, il est fait par l'artiste. Et c'est ça qui est assez prodigieux quand on entend parler Laurent Balesta, quand on voit que ces images exceptionnelles sont le fruit d'expéditions qui sont sur plusieurs années. Comme moi, je voulais être cosmonaute, j'ai commencé à apprendre le russe quand j'étais gamin. Il avait de la suite dans les idées, il savait ce qu'il voulait et le cerveau qui allait avec. Donc, moi, ça m'a plutôt impressionné. Et à côté de ça, très cool, très sympa, très curieux, énervant, quoi. Laurent Balesta, il coche toutes les cases. Il a, vous l'avez souligné déjà, cette signature photographique, il y a cette dimension artistique indiscutable. Voilà, il y a un esthétisme puissant. Il y a d'abord le plaisir d'y être. Il ne faudrait pas être démagogue et dire qu'on fait ça pour témoigner de l'état du monde. Ce serait quand même sacrément démagogue. Bienvenue dans Photostoria, le podcast qui fait parler les images. Ici, les photographes prennent la parole et chaque voix devient une histoire. Peux-tu te présenter ? Je suis Valentina. Je me fais appeler William Lamblay. Je suis Éric Bouvet. À travers leurs photographies, leurs récits, leurs silences, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et de bien d'autres récits. Nous vous plongeons dans les univers de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leur démarche et leur message. La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens. Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça permet aussi de vraiment rentrer dans l'intimité de la personne et dans sa vie. Un territoire qui est de plus en plus menacé par différentes pollutions et une pression humaine très forte. Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à toucher, à émouvoir. Dans ce podcast, présenté par le photographe Julien Gérard, l'image parle et la voix raconte. Bienvenue dans Photostoria. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photostoria. Tout premier épisode diffusé avec ce nom, cette nouvelle identité. Et je suis très heureux de l'ouvrir ici à Nice, au musée de la photo, avec le directeur du musée, monsieur Stéphane Talon. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Alors c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous interviewer. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'accepter. Alors pour les auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur votre parcours, je les invite à aller écouter le podcast Rendez-vous sur la prom, l'épisode qu'on avait fait avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de votre parcours et de votre action au musée. Enfin, un petit peu si, mais dans le cadre d'une exposition qui est celle de Laurent Balesta, qui a lieu actuellement. Jusqu'à quand ? Vous pouvez me le rappeler ? Jusqu'à fin septembre. Alors cette exposition, c'est des photographies réalisées dans des conditions extrêmes qu'on peut découvrir ici au musée de la photo. Elle réunit art, science, exploration, mais aussi émotion. Alors on va parler de tout ça parce que tous ces sentiments, ces émotions, c'est peut-être pas forcément facile à traduire en exposition. Et vous allez nous expliquer un petit peu la scénographie, comment tout ça a été monté. On va prendre le temps ensemble de revenir sur l'expo, sur tous vos choix, sur la résonance de l'exposition. Et on va commencer avec le contexte muséal. Alors muséal, ce mot, il existe, je ne sais même pas, c'est moi qui l'ai inventé, je crois. Mais je n'avais pas d'autre expression. C'est vrai. Pourquoi avoir choisi de présenter le travail de Laurent Balesta ici, maintenant, à Nice ? En fait, vous savez, on a un rendez-vous majeur, bien sûr, en 2025, en miroir avec la conférence des Nations Unies. Vous savez que nous allons accueillir près de 200 délégations, 200 chefs d'État, et avec l'aboutissement des accords de Nice. C'est un moment historique. Il y a eu la première conférence à New York, il y a eu la deuxième conférence à Lisbonne. Et donc Nice va être le rendez-vous pour affirmer et engager, on va dire, l'ensemble de ces nations sur la préservation des océans. Donc un moment historique. Et la ville de Nice, bien sûr, a souhaité corréler sa nouvelle biennale des arts sur l'océan. Et donc cette thématique fédère tous les établissements culturels de la ville de Nice sur les océans avec un commissaire général, Jean-Jacques Ayagon, un co-commissaire adjoint, Hélène Guénin. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, l'océan est au cœur de la ville de
de Nice et de la programmation de l'année 2025. Alors, à cette occasion, vous le savez, le musée de la photographie Charles Nègre tient de propos. Il y a d'un côté le musée qui présente les grands noms de la photographie historique et contemporaine sur la scène internationale au rythme de 3 expositions annuelles. Il y a aussi la galerie qui est un écrin consacré essentiellement à la création régionale avec une alternance de la création émergente et puis d'autres artistes qui font la richesse culturelle de notre territoire depuis des décennies. Et donc, à l'occasion de ce rendez-vous important de la Conférence des Nations Unies, je n'ai pu résister à l'envie de convier le spécialiste mondial de l'image sous-marine, Laurent Balesta. Alors, Laurent Balesta, en fait, pourquoi Laurent Balesta ? Tout simplement parce que Laurent Balesta, il coche toutes les cases. Il a, vous l'avez souligné déjà, cette signature photographique, il y a cette dimension artistique indiscutable. Voilà, il y a un esthétisme puissant dans son travail. Il y a aussi une démarche scientifique évidente parce que Laurent Balesta est naturaliste, biologiste de formation et donc depuis des décennies, il sillonne les mers et les océans du monde entier. Il mène des expéditions pour explorer et documenter les océans. Il est aussi à l'origine de découvertes et d'images inédites sur de nombreux sujets. Et puis, il y a aussi cette thématique qu'il défend corps et âme, puisque c'est un formidable ambassadeur de la cause des océans. Il donne des conférences dans le monde entier. Il est intervenu il y a quelques mois à Washington. Et voilà, évidemment, donc à Nice, c'était l'occasion idéale de le convier. Il a accepté ce projet. C'est un plaisir. Je sais qu'il a renoncé à d'autres sujets pour pouvoir faire l'exposition de Nice. Ça, c'est sympa. La question suivante, c'était est-ce que le sommet de la Méditerranée a été un déclencheur ? Clairement, oui. Oui, alors vous savez que la municipalité a placé parmi ses priorités la préservation de l'environnement et la cause des océans est une des thématiques majeures portées depuis de nombreuses années, qui est vraiment au cœur du mandat de la municipalité. Et donc ce n'est pas un hasard si Nice va accueillir ce sommet. Et puis il y a aussi toute une démarche engagée en direction de la création de zones marines protégées. Et donc ces thématiques sont portées avec force, enthousiasme et conviction par le maire de Nice, évidemment. En premier, c'est lui qui impulse les grandes lignes de cette politique. Puis il a à ses côtés un adjoint, Richard Chemla, qui est un élu vraiment en charge de ces thématiques, qui porte beaucoup d'énergie pour ces éléments-là. Et puis il y a aussi Aurore Assau, en qualité de conseillère municipale subdéléguée à la protection des zones marines protégées, qui est elle aussi extrêmement active. Et voilà. Donc la municipalité engage depuis de nombreuses années des actions, et donc voilà, tout ça n'est pas par hasard. Et c'est une des raisons pour laquelle Nice a été choisie au regard de sa politique en faveur de la protection de l'environnement et des zones marines protégées du littoral, pour accueillir ce sommet. Alors je crois que vous avez répondu à beaucoup de questions qui devaient venir par la suite. Sans le sommet de la Méditerranée, est-ce qu'on aurait pu voir l'exposition de Laurent Balesta un jour ou l'autre au musée ? Oui, parce que vous l'avez remarqué dans la programmation du musée de la photographie Charles Nègre, il y a des thématiques qui reviennent régulièrement, notamment la photographie humaniste, mais aussi la photographie environnementale. Nous avons eu des précédents importants avec la grande exposition de Yann Arthus Bertrand il y a quelques années, et puis l'exposition aussi de Vincent Munier, vous voyez, de grandes signatures photographiques. Et donc la photographie sous-marine est un pan qui n'avait pas encore été traité au musée de la photographie. Et donc voilà, c'était effectivement, sommet ou pas, c'était une intention, de montrer un jour le travail de Laurent Balesta. C'était une évidence, oui. Alors on va parler un petit peu de l'exposition. Pourquoi avoir commencé par... Alors Laurent Balesta, dans ses photos, on va le voir, on va l'entendre tout au long de l'épisode, et j'invite vraiment les gens qui ont l'occasion de venir à Nice de voir l'exposition. Ceux qui sont un peu plus loin, peut-être aller voir le site de Laurent. Il y a beaucoup de vie sur ces photos. Il fait des plongées extrêmes à plus de 100 mètres de profondeur où on pourrait s'attendre à ne strictement rien y voir, mais il y a beaucoup de vie. Paradoxalement, vous avez commencé l'exposition avec un continent où il n'y a pas beaucoup de vie, qui est l'Antarctique. Pourquoi ? Alors oui, il faut savoir qu'on a travaillé avec son épouse, avec Caroline Balesta, qui est vraiment la commissaire de l'exposition et qui connaît particulièrement bien son travail. C'est elle qui organise ces expositions dans le monde entier. Et donc, pour cette exposition de Nice, qui s'appelle Mers et Mystères, l'idée
l'idée était d'aborder 3 thématiques essentielles et chères au cœur de Laurent dans son travail. Et donc voilà, on a commencé par cet univers blanc, le fruit de cette expédition en Antarctique, Mère Adélie. Et donc effectivement, nous commençons l'exposition avec ces photographies extraordinaires de ces mondes insoupçonnés et glacés, et qui sont aussi dans l'ADN du travail de Laurent Balesta, qui nous livre des images extraordinaires. Et on voit cette image d'ailleurs que nous avons choisie pour illustrer l'exposition, le plafond de glace, qui est une image choc époustouflante. Et d'ailleurs, Laurent nous explique qu'il y a un contraste saisissant, important justement dans ces univers glacés, c'est qu'à la surface tout est relativement blanc, avec quelques touches foncées avec les sujets, ce peuple extraordinaire qui vit à la surface. Et puis dès que l'on bascule sous l'eau, là on est à la rencontre d'un univers étonnamment extrêmement coloré. Il faut savoir que cette image qui plaît beaucoup et qui est reprise beaucoup dans les médias du plafond de glace, l'image de l'affiche de l'exposition, il n'y a pas aucune retouche, ce sont vraiment des couleurs qui transparaissent à travers tout simplement l'effet de la lumière sous l'eau, sous les icebergs. C'est absolument prodigieux. Alors vous me faites une belle transition et je vous propose d'écouter tout de suite. Grâce à vous, j'ai pu mettre un micro-cravate sur la visite presse. Enfin, j'ai pu mettre un micro-cravate sur Laurent Balesta pendant la visite presse et je vous propose d'écouter sa petite présentation. Je dis petite parce que j'ai fait des extraits, sinon elle était vraiment très longue. Non, ça ne lasse pas. Je vous propose d'écouter ça avec tout plaisir. De suite. Cette expédition en Antarctique, elle part d'une idée, celle de Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'Empereur, qui avait promis qu'il retournerait 10 ans plus tard voir où en sont ces manchots. Et il a eu la bonne idée pour moi et mon camarade Vincent Munier de nous amener avec lui. Plus que les manchots eux-mêmes, je crois qu'il avait à cœur de montrer des gens qui ont des émotions au contact de ces animaux. Alors il a choisi Vincent et moi pour retourner là-bas. Et voilà. Et c'était un peu comme il y avait figure imposée par Luc Jacquet, c'était photographier les manchots sous l'eau, ce que lui n'avait pas vu jusque-là. Il les avait bien connus sur la glace, mais pas sous l'eau. Ça, c'était la figure imposée qui nous était demandée, les manchots sous l'eau. Et puis, moi, j'ai demandé d'avoir la figure libre aussi. Et ça, c'était faire des plongées profondes avec mon équipe pour aller voir ces écosystèmes multicolores et tout ça. Donc, c'était il y a longtemps maintenant, c'était il y a 10 ans, 2015. Nous sommes restés 2 mois à peu près sur place, à plonger presque tous les jours. Et ça reste un souvenir inoubliable. Il a 2 contrastes, ce continent antarctique. Le contraste des couleurs, on l'appelle le continent blanc. Quand on est sous l'eau, c'est psychédélique, hein. C'est multicolore dans tous les sens. Ça, c'est un premier paradoxe très étonnant et peu connu. Et puis l'autre paradoxe, c'est celui de la biodiversité, hein. C'est le plus grand désert du monde, avec moins de 10 espèces qui vivent sur le continent. Même dans le Sahara, il y a des centaines d'espèces. Mais là, sur la banquise ou sur le continent antarctique, il n'y a presque rien. Il n'y a pas un champignon, il n'y a pas une plante. Et est-ce que le manchot ou le phoque de Weddell sont des animaux terrestres? Pas vraiment en plus. Donc il y a vraiment, c'est le plus grand désert. Et dès qu'on passe sous l'eau, rien que sur la Terre Adélie, c'est déjà 9000 espèces décrites. Donc ce contraste-là aussi est saisissant. Et en plus, on s'aperçoit vite que plus on descend profond, plus le niveau de diversité biologique augmente. Ce qui n'est pas le cas sur un récif corallien, où c'est un peu l'inverse plutôt. Alors là, pour une fois qu'on a une bonne excuse pour plonger profond, voilà. Et on arrive dans des décors qui ressemblent à des choses dignes des récifs coralliens, quoi, avec des gorgones, des coraux, des éponges. Voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus attiré là-bas. Parce que ça, clairement, ça n'avait pas été révélé jusque-là en photographie. Après, les plongées sont évidemment très éprouvantes. L'eau est à moins 1,8. Elle est en dessous du point de congélation de l'eau douce, puisque c'est de l'eau salée. Donc quand on y était en début de saison, c'était vraiment très très dur pour les extrémités, pour les mains, les pieds. On est obligé d'avoir sauf si on plonge 30 minutes, mais on avait cette prétention en arrivant qu'on ferait des plongées aussi longues qu'ailleurs. Et on a fait des plongées de plus de 4 heures là-bas. Mais 4 heures à moins 1,8,
Il faut des systèmes de chauffage intégrés dans nos combinaisons, avec des gants chauffants. Et malgré ça, Enfin, moi, par exemple, j'ai encore des séquelles aux pieds de ces plongées d'il y a 10 ans. Voilà. Donc c'était quand même très, très éprouvant. Mais c'était tellement féerique, enfin, ces décors-là, on restait, quoi. On restait et on recommençait. Après, on avait le confort de la base du Mont d'Urville. Donc être accueilli par la base scientifique française, on n'était pas en campement sur la glace. Là, ça aurait été sans doute impossible. Et là, donc, tous les soirs, quand même, on mangeait chaud, on dormait au chaud. Ça change tout, quand même, aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, hein, beaucoup de couleurs en dessous et que du blanc en haut. Il parle beaucoup des animaux. Et il a aussi parlé de la naïveté des animaux en Antarctique. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Laurent Balestat, on l'écouterait des heures. Il est passionnant parce que voilà, il nous embarque dans ses expéditions. Il y a une forme de démocratisation et d'accès à la connaissance puisqu'il traduit ces choses avec simplicité, il les rend vivantes. Et puis voilà, il nous fait parvenir des informations partagées. Alors vous parliez de cette naïveté, simplicité. Oui, effectivement, il explique que sur certaines terres d'Antarctique où les manchots, par exemple, n'ont pas l'habitude d'avoir des prédateurs et donc il y a des consignes. Il expliquait qu'ils avaient des consignes très strictes de ne pas les approcher et pour essayer de garder la distance, mais il disait on restait là et puis tout d'un coup on voyait un petit attroupement de petits bonhommes qui venaient autour de nous, qui levaient la tête comme ça et voilà. Alors c'est vrai que c'est touchant de voir que dans certaines contrées du monde, il y a des animaux qui vivent dans cette totale liberté, simplicité et absence de prédateurs. Et voilà, ce sont des rencontres certainement inoubliables. Je pense que ça parlera à tous les photographes qui nous écoutent, mais c'est des situations qui arrivent souvent, des situations un peu ubuesques. Je vais laisser Laurent Balestat nous en parler. Alors Stéphane, vous me volez mes questions et après vous me volez même mes extraits. Cet épisode va être très rapide si on continue comme ça. Excusez-moi, je suis bavard. Il y a absolument pas dans leur ADN la peur du chasseur, qui sur tous les continents depuis des milliers d'années est bien inscrite dans l'ADN du monde sauvage. Donc dès qu'il y a une silhouette d'un bipède, il faut détaler, on va se faire tuer, quoi. Voilà. En Antarctique, non. Les mères phoques de Weddell ne pensent même pas à défendre leurs petits. Ils viennent à nous. Avec les manchots, ça en est même grotesque parce qu'il y a des règles. Quand on arrive, ne vous approchez pas des colonies de manchots. Pas de problème, on ne s'approche pas. Bon. Sauf qu'on pose le camp et 5 minutes après, il y a tous les manchots qui sont à côté de nous comme ça et on est envahis. Merde, il faut déplacer le camp, on va se faire engueuler, on déplace le camp et puis hop, ils arrivent tous de nouveau, ils vous regardent. Au bout d'un moment, tu dis voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est assez troublant en Antarctique. Si tu fais la même chose en Arctique, c'est pas du tout le cas. Hein. En Arctique, les Inuits, ils connaissent depuis longtemps. Donc un phoque, tu vois aux jumelles un petit point noir sur la banquise, tu lèves la tête, le truc a disparu, quoi. Voilà. C'est pas du tout pareil. Mais oui, à l'Antarctique, ça c'est émouvant. Ils ont pas ça. Pour autant, ils sont pas épargnés par l'anthropisation au sens large. Hein. Tu fais une analyse, ils ont des métaux lourds dans le sang, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, ils sont comme les autres. Voilà. Ça, c'est mondialisé jusqu'à l'Antarctique. Voilà. Alors, on reviendra sur tout ce qui est environnement, pollution, dans une partie qui vient un peu plus tard. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la scénographie de cette première salle. Alors, pour la scénographie, ça a été vraiment un travail en étroite collaboration avec Caroline Balestat et aussi Dominique Hounord dans mon équipe, qui est responsable des collections et des expositions. Donc voilà, le choix a été porté sur l'intention de reproduire et d'être en harmonie le plus possible avec ces univers, avec les teintes qui correspondent à certaines profondeurs. Et donc voilà, on a pris des tonalités plus neutres, plus claires pour la partie antarctique. Et puis après, voilà, on le voit sur les autres propos, par exemple sur la Méditerranée ou sur le Pacifique avec le propos 700 requins où on est sur d'autres teintes. Voilà, mais on est resté sur des tonalités qui soient le plus fidèles et
pour aller le plus dans le sens possible également sur l'éclairage. On a travaillé individuellement chaque image pour respecter au plus près le travail de Laurent Balesta, parce que vous le savez, il y a, dans son travail aussi, il y a un apport d'éclairage assez important. Les images ne sont pas retouchées, il y a très peu de post-production, mais par contre, voilà, il y a un apport in situ d'éclairage, mais Laurent et ses équipes souhaitent apporter des éclairages qui soient le plus naturels possible et qui puissent tout simplement mettre en relief et permettre de percevoir les vraies couleurs et les ambiances les plus fidèles. Et c'est un petit peu la philosophie de l'expo, de ce que l'on a voulu retranscrire. C'est la deuxième fois que vous me dites que les images ne sont pas retouchées. Alors là, je vais poser une question qui est plus globale sur les expositions du musée. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez ? Oui, alors parce qu'en fait, c'est souvent parfois des questions qui nous sont posées par des visiteurs qui nous disent « Mais waouh, ces images, elles sont incroyables, les couleurs, elles sont extraordinaires dans ces fonds marins, tout ça, mais comment travaille Balesta? Est-ce qu'il retouche les images ?» Et non, voilà, ça c'est justement une réponse qu'on aime apporter, c'est que voilà... la majeure partie des photographes, voilà, ne retouchent pas leurs images, ils travaillent essentiellement sur la lumière, mais pas sur les couleurs. Et justement, l'intérêt de tout ça, c'est d'apporter le bon combo, le bon équilibre, la bonne combinaison pour être la plus fidèle par rapport aux images. Et notamment, Laurent explique justement qu'il y a, selon les profondeurs, il y a des tonalités qui disparaissent, etc. Mais tout cela est révélé par l'éclairage. Et c'est la lumière qui révèle les couleurs de la nature, de son environnement. Mais voilà, il y a ce souci, voilà, de respect de la réalité des sujets, des images. Vous connaissez le festival Montier-Ander ? Oui, bien sûr. Montier-Ander, je sais qu'il demande les photos au format RAW aux photographes. Donc Montier-Ander, c'est un gros festival de photos animalières, sans doute le plus gros en France. Et il demande les RAW. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi pour vous assurer, ou non, ça se fait dans la confiance? Non. Nous, on travaille en confiance. On va dire préalablement, on a une connaissance quand même du travail des photographes, et je peux comprendre que certaines organisations souhaitent le faire, mais bon, nous, c'est pas notre process. On fait confiance aux artistes, et puis bon, on a modestement, je veux dire, on a un regard suffisamment affiné pour apprécier les choses, et puis non, on est plutôt dans la confiance. Alors après l'Antarctique, on part dans un endroit un petit peu plus chaud du globe. On arrive dans la salle sur la Polynésie pour l'exposition 700 requins. Alors là, on est à l'autre bout du monde par rapport à l'Antarctique. Et je vais laisser Laurent nous en parler. On reviendra dessus tous les deux tout à l'heure. « 700 requins dans la nuit », qui est le fruit de 5 années. 5 années où avec mes camarades nous sommes retournés chaque fin de printemps, en général mai, juin, juillet, sur l'atoll de Fakarava en Polynésie et quelques atolls alentours. Donc on est dans l'archipel des Tuamotu au nord de Tahiti. Et c'est un endroit où chaque année a lieu, parce qu'au final le projet s'appelle 700 requins dans la nuit, mais ce qui nous a attirés là-bas, c'était pas du tout les requins, c'était la rumeur d'un rassemblement de mérous, nous disait-on, des mérous qui se rassemblaient une fois par an par milliers. Et les gens disaient que c'était pour se reproduire, mais en même temps cette reproduction n'avait pas été illustrée. Alors on s'était dit que ça valait le coup d'essayer. Et ça a pris beaucoup de temps, parce que on a compris qu'à la 4e année seulement, que cette reproduction se passait, ne durait que 30 minutes. Le rassemblement de ces mérous dure 15 jours à peu près. Il monte jusqu'à... Quand on a fait des comptages avec des transects photos, on est arrivé au chiffre moyen de 18 000 mérous sur la surface d'un terrain de foot. Donc c'est vraiment très très conséquent pour des animaux qui sont solitaires le reste de l'année. Et donc on a essayé d'observer cette ponte, et on s'est aperçu effectivement qu'elle avait lieu, mais elle dure 30 minutes à peine, où tous ces poissons pondent en même temps.
Donc c'est une vision très spectaculaire, très courte. Pour faire des photos, ça va très vite. Et puis si on rate le coche, c'est l'année d'après, quoi. C'est aussi pour ça qu'on y est allé pendant 5 années. Et, voilà. Et en plus, il y a au milieu de ces 18 000 mérous, 700 requins qui viennent là exprès pour les dévorer dans ce moment de faiblesse pour eux. Donc ça crée... Moi, mes sensations après les premières années là-bas, c'est que tout le reste de ma vie, j'avais plongé dans un dortoir où il se passait rien, quoi. Tellement il y avait de l'action, tellement il y avait du comportement. C'est pas pour rien que j'ai choisi cet endroit pour réaliser un vieux rêve, c'est-à-dire une plongée de 24 heures. Je me suis mis à l'eau le 30 juin à 15 heures et je suis sorti de l'eau le mois d'après, le 1er juillet à 15 heures. Et donc c'était un protocole de décompression très expérimental qu'on avait développé pour l'occasion. Enfin, c'est un souvenir fascinant d'être resté 24 heures sous l'eau toute une journée, toute une nuit, à me balader au milieu de ces mérous et de ces requins. D'ailleurs, c'est passé très très vite. C'est passé beaucoup plus vite. Je m'en étais fait une montagne. Et donc, j'osais pas trop me dépenser. Vous savez, sous l'eau, quand une photo vous obsède, en 1 heure, on peut se mettre HS à vouloir la faire le mieux possible. Voilà. Et là, je passais mon temps à m'économiser, à me dire il faut tenir 24 heures. Et finalement, ces 24 heures sont passées très vite. Et en sortant, j'avais l'impression qu'on aurait pu faire... que j'aurais pu faire la journée de plus parce que c'était pas si éprouvant que ça. L'eau est pas... Évidemment, c'est pas l'eau de l'Antarctique. Hein. L'eau était à 27-28. Donc, à 27-28, si vous vous mettez en maillot de bain, au bout de quelques heures, vous êtes mort de froid, hein, quand même. Mais là, à 27-28, avec une bonne combinaison de plongée, et le fait de maintenir une activité aussi, je n'ai presque jamais cessé de nager pendant les 24 heures, tout doucement, hein, c'est pas un marathon, mais donc ça permet de maintenir une chaleur intérieure. Et en fait, ça s'est passé de manière remarquablement bien. Il ne faut pas imaginer ce type de... Je ne sais pas si on peut dire record, mais il ne faut pas imaginer ça comme un champion d'apnée qui va au bout de lui-même, qui a 2 doigts de tomber en syncope et qu'on applaudit parce qu'il a fait quelque chose de surhumain. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, personne ne peut le faire en vérité. Voilà. Nous, notre fierté avec cette plongée de 24 heures que j'ai faite moi, la fierté c'est de dire « et maintenant, vous voyez, tout le monde peut le faire ». Parce que c'est juste une histoire de bonne technique, d'utiliser les bons mélanges gazeux, un minimum d'entraînement, mais je ne suis pas un athlète de haut niveau, et donc on peut le faire, c'est possible. Allez pas me raconter des histoires à la con qu'il faut des maisons sous la mer pour faire des trucs comme ça, non, il n'y a pas besoin. On peut rester 24 heures sous l'eau et aller dormir dans son lit le soir, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin d'inventer des machins, des machines, des trucs, en tout cas jusqu'à des profondeurs de 20, 24, peut-être 30 mètres. Voilà. Donc dans cette marge-là, on a fait la démonstration, et c'était ça notre grande fierté, qu'on a besoin de rien d'autre qu'une bonne technique de plongée. Voilà, les bons scaphandres, les bons mélanges, un peu de préparation, et ça fonctionne. Pas besoin d'engin particulier. Voilà. Bon, enfin, je parle de technique, mais... Enfin, voilà, là, il y a à la fois ces rassemblements de mérous et ces hordes de requins qui ont été un vrai challenge à photographier quand même techniquement. D'ailleurs, il y a eu la photo à l'entrée révèle un peu la façon dont on a pu faire ces images. Le but évidemment, c'était pas de recréer, c'était pas d'arriver avec de l'éclairage et de transformer la nuit en jour. Ça n'avait aucun intérêt. Et en plus, ça aurait biaisé leur comportement. Donc l'idée, c'était d'arriver avec un éclairage très délicat pour garder cette ambiance nocturne et les observer. Voilà. Ben, la lumière est beaucoup plus faible qu'on ne croit. Parce qu'en fait, moi, tous mes appareils photo, pour entrer dans le détail technique, sur ces images-là, je suis à 12 000 ISO de sensibilité souvent. Donc quand on met des appareils à 12 000 ISO, il ne faut pas beaucoup mettre d'éclairage, sinon on crame tout. Hein. Et parce que l'idée, c'était de récupérer les lueurs, les lueurs naturelles de la Lune, de ces choses-là. Donc on montait très très fort la sensibilité. Du coup, tous les éclairages artificiels, il y en a beaucoup, hein, rajoutés, sont très très faibles. Parce que sinon, dès qu'un éclairage se tourne vers moi, ça me crame la photo complètement. Donc paradoxalement, c'est peut-être contre-intuitif, mais moi, moins il y a de lumière naturelle que je compte utiliser. Mais moins il y en a, plus ma lumière additionnelle est faible aussi.
parce que je veux garder ce couple de lumière naturelle et lumière artificielle. Or, si j'y vais avec des grands flashs et des grandes lampes, c'est comme les phares d'une voiture. Autour, ce sera tout noir, quoi. Bien sûr, je verrai très bien devant les phares de la voiture, mais les bords de la route, le truc, ce sera tout noir. Or, si vous coupez vos phares, ou si vous mettez juste... tout à coup, on voit la forêt, on voit la lune, on voit tout ça, quoi. Et l'idée de ce travail, c'était ça, c'était quand même de réussir à garder ces petites lueurs qu'il y a autour. Voilà. Si vous regardez bien, c'est pas noir autour de ces animaux. Il y a des lueurs bleutées, comme on voit un peu ici, là. Et donc c'est ce qu'on a fait, mais seulement à la deuxième année. La première année, on était sincèrement dans la sidération. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je suis allé chercher. Moi, j'allais chercher ça là-bas, les mérous. C'était ça que je voulais voir. J'ignorais, et tout le monde ignorait, cette activité de requin la nuit. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu bien connu, parce que le film a quand même fait parler de lui, parce que les requins en Polynésie, tout le monde connaît. Mais vous pouvez aller dans tous les atolls de Polynésie, j'en connais quelques-uns. La nuit, il n'y a pas de requins dans les passes. La nuit, les requins se dispersent en tout petits groupes, même en binôme. Ils partent chasser très loin de la passe. Ils reviennent la journée pour s'y reposer. Ils sont tous alignés dans le courant. C'est là qu'on peut les contempler. Mais ils sont assez inactifs. Ils sont en phase de repos. Et la nuit, ils se dispersent. Et c'est très difficile de les voir. Et je ne connais que la passe de Fakarava Sud, où il y a ce rassemblement nocturne, précisément parce qu'en fait cette passe est différente, il y a très peu de courant, les coraux arrivent à pousser dans la passe, alors qu'en général dans une passe, dans un chenal comme ça, les coraux ne poussent pas, on dirait que le fond a été bétonné, c'est tout lisse, et donc il n'y a pas de coraux, donc pas de cachette, donc pas de proie en fait. Mais à Fakarava, oui. Et donc les requins se reposent le jour dans la passe, bien entendu comme ailleurs, mais la nuit, on a même l'impression qu'ils sont plus nombreux encore la nuit, et ils se mettent en chasse, en particulier à la période de l'année où les mérous sont là, en surpopulation, où il n'y a même pas assez de place la nuit pour que les mérous se cachent. Donc ils sont là, les uns collés sur les autres. Quand on les voit, tu as l'impression qu'ils disent « Dégage, dégage, il va me voir ». Et donc c'est des scènes de prédation toutes les nuits. La quatrième année, on a emmené avec nous un des grands spécialistes des requins au monde, le professeur Yannis Papastamathiou. Il a un nom grec, mais il est américain. Il est britannique et il vit aux États-Unis. Et on l'a amené. C'est le spécialiste et qui plonge beaucoup en plus. Et on lui a fait faire une plongée de nuit dans la passe, là, avec tout ça. Une seule, hein, le premier jour. Il est sorti de l'eau, j'avais devant moi un schizophrène. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de lui qui était surexcité de ce qu'il venait de voir. On me disait, c'est fantastique, tu as vu quand il a attrapé ce poisson, quand il a fait ça, là. Et la seconde d'après, il était en dépression nerveuse en disant, je viens de voir en une plongée ce que j'ai pas vu en 20 ans de carrière, quoi. Voilà. On a eu une chance inouïe, en vérité, de suivre l'intuition de cette rumeur des mérous, qui était déjà un spectacle en soi, hein, d'ailleurs, mais un peu ingrat. Parce qu'encore une fois, ces mérous, on va les voir, ils se rassemblent pendant 2 semaines. Bon, c'est merveilleux, il y a de l'interaction, mais cette ponte, c'est 30 minutes dans l'année. Chaque ponte, c'est une fraction de seconde. Le temps de voir une fraction de seconde là, il y en a eu une autre qui a eu là qu'on a raté. Et le temps de se comprendre comment ça se passe, le phénomène est fini. Et en plus de ça, les premières années, on n'arrivait pas à la prévoir, cette demi-heure. On ne savait pas quand est-ce que ça se passait. Donc on démultipliait les plongées, c'est pour ça que j'ai fait cette plongée de 24 heures aussi. Et pour être tout à fait honnête, la première année, on a vu la queue de la comète, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a vu quelques pontes. On a eu une chance inouïe de réussir à filmer quand même une de ces montées, en plus au ralenti à 500 images par seconde. Donc dans notre premier film, Le Mystère Mérou, on a quand même cette montée comme ça en colonne des mérous, les œufs qui sortent, les mâles qui ensemencent. Et on a une scène, c'est tout. Il y a 18 000 mérous. On a une scène. Donc on a vraiment eu de la chance et on a vu la queue de la comète. Parce que quand on est arrivé sous l'eau, on a vu surtout plein de femelles avec le ventre tout ratatiné. Elles avaient déjà pondu. Donc on avait raté la comète. La deuxième année, on a dit, bon, cette année, on va pas se faire avoir. On a compris comment ça se passe. Là, on n'a rien vu. Même pas la queue de la comète, ni rien. Pas une image. Voilà, deuxième année. Troisième année, queue de la comète à nouveau. Donc là, ça commençait à être très dur.
Et c'est la 4e année que j'ai fait, je ne sais pas où elles sont, mais que j'ai vraiment fait les photos de la ponte comme il faut. C'est là qu'on a compris vraiment comment ça se déclenchait, quels étaient les signes avant-coureurs qu'il fallait voir, etc. Donc et voilà. Et puis après, il y a eu la 5e année bonus pour vérifier qu'on avait eu raison, la 4e. Et où on a pu faire des belles choses aussi. Voilà. Ça a été aussi un certain gâchis, cette plongée de 24 heures la première année, parce que je ne connaissais pas les lieux, en fait. Et que, en particulier, quand on préparait cette plongée de 24 heures, je me souviens me dire à mes camarades, on était nombreux, j'étais seul à faire cette plongée de 24 heures, mais on était une bonne dizaine à réfléchir à comment la faire. Et moi, mon souci, qui était très naïf, c'était de me dire, bon, les 12 heures de jour, pas de problème. Je sais ce que je vais faire, les mérous, les machins, il y a plein de choses à capturer, à observer, je vais me mettre là, puis après j'irai là, puis après... Voilà, j'avais fait mon parcours, j'avais toute une journée. Donc et mon inquiétude, c'était de dire, mais la nuit, je vais m'ennuyer. La nuit, tout va dormir. Quand j'aurai fait quelques nudibranches, quelques mollusques, quelques crustacés, sachant qu'il ne faut pas croire que la Polynésie soit d'une grande biodiversité, il ne faut pas croire ça, hein. La Polynésie, il y a des animaux merveilleux, c'est très préservé, il y a des grands animaux, il y a beaucoup de requins, mais il n'y a pas plus d'espèces en Polynésie qu'en Méditerranée. C'est plus préservé en Polynésie, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas plus d'espèces. Donc, il n'y a pas des tonnes de nudibranches, il n'y a pas des tonnes de coquillages. C'est pas l'Indonésie, par exemple, ou les Philippines, où là, tu peux faire un livre entier que sur un groupe de coquillages, si tu veux. Voilà. Non, c'est pas le cas. Voilà. Donc, moi, j'avais peur de m'ennuyer la nuit de ces 24 heures. Et j'ai dit, bon, on va quand même aller tester, on va aller faire des petites plongées de nuit avant, d'une heure ou deux, voir comment ça se passe. Et on a découvert ça, quoi. Et là, du coup, ça s'est inversé. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut rester 12 heures avec eux, quoi? Voilà, et d'ailleurs, il y avait des spécialistes des requins qui étaient là, des guides de plongée de la Polynésie, qui plongent depuis 20 ans, 30 ans, et qui me disaient, non, mais là, je sais pas. Plonger 1 heure, ok, plonger 2 heures, ok, mais 12 heures. À un moment donné, tu vas les agacer, hein. Voilà, donc on a fait un peu durer, on a fait une plongée de 3 heures, puis une de 4 heures, et puis on s'est inventé des règles que les années qui ont suivi ont été complètement abandonnées. On s'est dit, bon, il ne faut jamais se poser au fond, il faut rester toujours en plein eau au-dessus d'eux, il faut y aller à certaines heures quand l'eau dans la passe est vraiment claire, c'est-à-dire quand le courant est rentrant depuis longtemps, et pas qu'y aller quand il y a de l'eau trouble du lagon et qu'il y a plein de particules dans l'eau parce que ça les fait monter. Et il faut qu'on reste toujours dos à dos, les vieilles techniques de Cousteau, plein d'idées reçues comme ça. Mais on avait l'impression d'être dans quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que non, c'était très impressionnant, très spectaculaire, mais ce n'était pas dangereux si on avait une attitude calme. Si on acceptait d'être ce qu'on était, c'est-à-dire des obstacles sur leur chemin. Pas des cibles, à aucun moment on a été des cibles pour eux. Mais évidemment, on est au milieu de la foule, donc on est bousculé. Mais si on accepte d'être bousculé, chahuté, et qu'on ne réagit pas vivement en mettant les mains, en s'agitant comme un fou, en restant serein, et ben, alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, mais on y était pendant 5 ans. Donc, voilà. Et c'est comme ça que finalement, les photos sont montées en qualité. Ce qui est un peu le contraire d'un projet photo classique. En général, un projet même qui demande du temps, la première année on y va, on fait 80% du travail. Et après, c'est par obsession de photographe qu'on retourne pour faire les petits bouts qui manquent, pour faire des petites choses et pour se convaincre que ça y est, on a tout. Bon, ben là, c'est tout l'inverse. Première année, rien. Quand j'étais devant ça et mon appareil photo, ça partait dans tous les sens, dans le noir. Et je faisais aucune photo intéressante. Et après, on a pensé à la rampe de flash décalée. Après, on a commencé à se sentir à l'aise avec eux. Et finalement, ça n'a cessé de progresser. Il y a même eu une dernière année qui n'est pas dans le livre 700 requins, puisque le livre s'est fait avant. Et en quelques plongées, ça viendrait remplacer plein de photos du livre, parce que vraiment, on a commencé à comprendre des choses. Donc ça, c'était vraiment très gratifiant et passionnant, parce que pendant ces 5 années, tout en étant dans un endroit qui peut paraître très connu, on avait l'impression de vraiment progresser. Pour dire pendant 30 minutes, on aura 9 fois plus de chances d'avoir un moment intéressant. Et faire durer ce truc-là. Si tu y vas avec un opérateur, il faut y aller 9 ans, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc on a pu monter comme ça jusqu'à 9 plongeurs en même temps dans la passe de Fakarava. Comment expose-t-on la nuit ? C'est effectivement un exercice difficile. Disons qu'après, si vous voulez,
tout le boulot il est fait par l'artiste. Et c'est ça qui est assez prodigieux quand on entend parler Laurent Balesta, quand on voit que ces images exceptionnelles sont le fruit d'expéditions qui sont sur plusieurs années. Ça fait penser, vous savez, un petit peu au travail de son ami Vincent Meunier sur la Terre. Vous savez, la fameuse Panthère des Neiges qu'on a exposée il y a quelques années où j'ai la photographie Charnay. Pareil, pour pouvoir faire des images comme ça absolument incroyables, Vincent Meunier, il est retourné 5, 6 fois, 7 fois au Tibet pour arriver à gérer ça. Mais là, imaginez sous l'eau. Les protocoles sont encore plus compliqués. Là, on est sur des complexités en termes de protocoles, de sécurité, de matériel, et puis on est sur l'inconnu. Et donc, vous voyez, quand Laurent Balesta parle de cette première rencontre avec les mérous, il ne soupçonnait pas que ça allait engendrer aussi l'arrivée de toute cette horde de requins affamés. Et donc, voilà, arriver à gérer ça dans des profondeurs où il y a effectivement la nuit, pour revenir sur votre question. Et donc, pour gérer ça, voilà, donc le photographe va étudier, revenir plusieurs années possibles, faire des essais, etc. Et nous, après, on va tout simplement essayer de proposer une scénographie qui va être tout simplement essayer d'être le prolongement de l'image, tant sur l'atteinte des simèses, mais aussi sur le travail des éclairages, pour être le plus dans le prolongement, que la scénographie ne soit que le prolongement de l'image. Effectivement, c'est pas un exercice facile, mais bon, on va dire que ce n'est rien comparativement au travail réalisé extraordinaire par Laurent et son équipe. Alors vous dites que ce n'est pas un exercice facile, néanmoins, là je vais parler pour moi, mais quand j'ai commencé à faire des photos il y a 30 ans maintenant, je pensais déjà, j'étais petit, j'étais adolescent, je commençais déjà à penser exposition et je me disais très naïvement, je vais aligner mes photos dans une salle un peu sympa et puis ça va le faire, quoi. Et on se rend compte au fur et à mesure que la scénographie fait partie, c'est une partie complètement intégrée à l'exposition, et que sans scénographie, les expositions ne sont pas les mêmes, les photos ne sont pas les mêmes. Vous êtes un peu un artiste aussi, non Stéphane, avec votre équipe au musée? Oh, c'est gentil. Écoutez, moi je suis plutôt peut-être modestement un chef d'orchestre, mais c'est vrai que j'ai des talents dans mon équipe et on s'emploie à travailler de manière collégiale, et justement voilà, d'avoir notre intention, c'est d'être le plus cohérent et le plus respectueux du travail des artistes. Parce que justement, nous connaissons justement toute la difficulté et tous les paramètres liés à cette discipline, et donc notre ambition c'est de mettre en valeur et de mettre en scène, et c'est très important effectivement une image quand elle est présentée, quand elle est accrochée d'une certaine façon, avec un éclairage particulier, avec une histoire, c'est un plus, c'est important. Oui, c'est essentiel, et on apporte une attention particulière dans l'écriture et dans la composition de nos scénographies. Et vous le voyez, le musée est transformé 3 fois par an. J'allais y venir. On change les couleurs, tout, on est en chantier, et on essaie de proposer aussi une alternance tant sur le sujet que sur l'ambiance. Mais encore une fois, d'être le plus fidèle au travail et respectueux de l'artiste. Ça me fait toujours halluciner quand il y a le changement d'exposition, parce qu'on vient au musée le dernier jour d'une expo. Le lendemain, c'est fermé pour 2-3 jours. Et quand on revient, 3 jours 3 semaines. 3 semaines Ah oui, c'est bon ça. Et quand on revient, le musée est repeint en entier. Oui, mais c'est vrai, en fait, il y a tout un protocole, puisque vous savez, en fait, quand l'exposition est terminée, on va faire un constat d'état sur chaque image, c'est ce que l'on fait à l'arrivée. Et donc, on va faire un constat d'état de chaque image. Après, une fois que ce travail est réalisé, consigné, le transporteur d'œuvres va arriver, on va décrocher les œuvres, elles vont être emballées, protégées, elles vont repartir, et à partir de là, on va transformer complètement le musée, c'est-à-dire qu'on va protéger tous les sols, on va mettre des scotch de partout, et on va boucher les trous, parce que les œuvres ne sont pas accrochées sur des filins, mais elles sont fixées sur des simèses en bois. Tous les murs du musée sont doublés par des simèses de bois. Ça fait que à chaque décrochage, après, il faut reboucher les trous, il faut refaire les enduits, et puis il y a une couleur différente pour la préparation de la nouvelle exposition. Donc le musée est en chantier 3 fois par an, un vrai chantier avec de la peinture partout, de l'enduit, etc. Donc ça prend une bonne dizaine de jours. Une fois que tout est propre, on transforme le musée en salle d'opération, puisque les œuvres vont arriver, et là il faut que tout soit nickel, impeccable. Et donc là, rebelote, les œuvres arrivent, on fait un constat d'état de chaque œuvre,
Ça, c'est important. Et puis après, on commence la scénographie, voilà, et jusqu'à la préparation, jusqu'au dernier jour, la préparation de l'accrochage, jusqu'au vernissage, pardon. On va revenir sur l'exposition sur la Polynésie, sur les 700 requins. Vous, au musée, vous êtes là pour montrer du beau, et il y a une limite pour ne pas tomber non plus dans le spectaculaire. Comment on fait pour ne pas tomber là-dedans ? Alors, en fait, c'est intéressant votre question, et elle est très corrélée finalement aux propos de Laurent Balesta. Parce que, bon, effectivement, on aime bien aussi montrer le beau, le merveilleux. Moi, vous savez, je pars d'un postulat aussi très simple, c'est que je considère que nous sommes dans une époque suffisamment bouleversée, troublée par tant de crises sociales, humanitaires, existentielles, politiques, que je considère que la culture doit pouvoir offrir une parenthèse suspendu avec la beauté, avec l'émerveillement, avec la réflexion aussi. Et puis aussi, je m'inscris pleinement dans l'idée de la culture pour tous. Je considère que la culture ne doit pas être réservée à une élite bien pensante et bien informée, mais qu'elle doit pouvoir s'adresser justement à tous les publics. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité proposer une programmation avec une ligne éditoriale exigeante, mais avec un spectre large, avec des expositions et proposer des artistes qui ont cette capacité à fédérer un vaste public, je dirais presque tous les publics, même si c'est un exercice difficile, voire impossible, mais de toucher les publics à la fois néophytes et initiés. Et pour revenir à la beauté, pour revenir à votre question, oui, effectivement, il y a la beauté, mais pas que. Et c'est surtout ça qui est intéressant, surtout dans le travail de Laurent Balesta. Et c'est vraiment une des causes qu'il défend, c'est qu'il nous dit, bon, voilà, les fonds sous-marins, voilà, ils sont magnifiques, etc. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'aller au-delà de la beauté, c'est d'aller vers le mystère et de comprendre justement toutes ces zones qui sont inexplorées. Et puis aussi nous amener vers des questionnements, des réflexions. Et puis cette exposition, elle est vous l'avez souligné dès le départ, on en a parlé, elle est en miroir avec la conférence des Nations Unies à Nice, qui doit déboucher sur les accords de Nice et des engagements profonds, justement, des réflexions au niveau des États, mais aussi des citoyens. Et donc l'idée aussi, c'est au-delà de la beauté, de sensibiliser et d'apporter aussi, d'ouvrir les cœurs et les consciences sur l'émerveillement. Et la beauté, l'émerveillement aussi, de comprendre qu'il n'est pas forcément au bout de la planète. Et Laurent nous l'explique bien, et il est bien placé pour parler de cela, c'est que voilà, il y a des choses extraordinaires, que ce soit en Antarctique ou en Polynésie ou ailleurs, mais aussi la beauté, elle est tout près de chez nous. Je ne vais peut-être pas déflorer certains sujets que vous vouliez aborder, mais... C'est parfait, Stéphane, vous me faites ma transition vers le passage de Laurent Balesta sur la Méditerranée. Bon, évidemment, c'est en Méditerranée que j'ai le plus travaillé. Hein. Donc le choix est du coup d'autant plus difficile parce que c'est là où il y a la plus grande quantité d'images. Et donc tout ça est issu du dernier ouvrage, donc Planète Méditerranée, que j'ai fait à la sortie de cette expérience inoubliable de plongée à saturation, c'est-à-dire d'utiliser les moyens de la plongée industrielle pour faire de l'exploration. Donc ces moyens de la plongée industrielle, c'est ce qu'utilisent les scaphandriers sur les plateformes pétrolières, ce genre de choses, où l'idée est de s'affranchir de la décompression quotidienne. Vous savez que plus on plonge profond, moins on peut rester au fond, parce que pour quelques minutes passées au fond, il faut des heures et des heures de décompression à la remontée. Et très vite, quand on arrive à des profondeurs vraiment importantes, au-delà de 100 mètres, 150 mètres, ça devient même dérisoire. C'est-à-dire que pour vraiment quelques minutes, moins de 5 minutes, ça va tout de suite être 4 heures ou 5 heures de remontée. Donc en vérité, c'est le temps de descendre, de regarder autour de soi, et déjà il faut remonter parce qu'on a une après-midi de décompression. Donc à un moment donné, ça ne marche plus. On peut toujours se vanter, je l'ai fait, hein, à Nice, le premier, j'étais jeune, je faisais le malin, j'étais descendu jusqu'à 200 mètres. Qu'est-ce que j'ai fait à 200 mètres ? 1 minute. Et après 6 heures de remontée. Alors c'était sympa, parce que quand on fait ça sur le tombant des Américains, là, au Cap de Nice, les 6 heures de remontée restent 6 heures d'exploration, puisqu'on descend le long d'un mur.
Donc je suis arrivé à 200 mètres très fébrile, j'ai essayé de trouver un sujet, je ne l'ai pas trouvé, je suis remonté 190 mètres, j'ai trouvé un sujet, un corail jaune magnifique, j'ai fait une photo et j'ai commencé à remonter tout de suite. Mais toute cette remontée de 200 mètres jusqu'à 50 mètres, c'est le long d'un mur vertical. Donc il y a plein de choses à voir, il y a des surplombs, des grottes, des trucs, donc c'était très sympa. Et même quand on arrive à 50 mètres, on est donc sur la marche du tombant et le bord est à 150 mètres. On est tout près du bord ici. Ça change complètement de ma région natale à Montpellier où si je suis à 100 mètres de profondeur, je suis à 40 000 au large. Voilà, là on est vraiment à toucher, quoi. Et donc du coup, même quand on est à 50 mètres de profondeur, on va continuer, c'est là que commence le plus de la plongée, hein. C'est une courbe de décompression, c'est une courbe asymptotique, donc plus on se rapproche de la surface, plus c'est long. Donc au final, on s'aperçoit qu'on passe les 2/3 de sa plongée entre 12 mètres et la surface, pour une plongée à 200 mètres. Mais c'est pas grave parce que, encore une fois, on est au bord, donc on traverse l'herbier de Posidonie, qui doit être à partir de 35 mètres à peu près, 30 mètres, jusqu'à 6-7 mètres de profondeur, donc on a tout ça. Et puis après, même quand on est là à 6 mètres de profondeur, on est sur le bord, il y a des cailloux, des rochers, des petits poissons. Et moi j'ai commencé à nager tout doucement, je suis rentré dans la baie de Villefranche, j'ai fini après le port de Villefranche et je suis revenu encore et j'ai fini devant la station marine, voilà. Parce que forcément on a du temps et voilà. Donc ça passe très bien, hein, mais le temps à 200 mètres, franchement c'est un peu faire le malin de dire j'ai plongé à 200 mètres, non, tu fait un aller-retour, c'est à peine si tes yeux ont le temps de s'habituer à la pénombre qu'il faut déjà remonter. Voilà. Donc pourquoi la plongée à saturation? Parce qu'elle va affranchir ça. Tout à coup, on ne regarde plus sa montre. On descend à la profondeur que l'on souhaite explorer. On y reste aussi longtemps qu'on est capable de supporter le froid. Parce qu'à haute pression, le froid a un effet, accélère la perte calorique. Donc à température égale, quand la pression est décuplée, la perte de chaleur est décuplée aussi. Donc de l'eau à 14 degrés, c'est pas extrême, c'est pas l'Antarctique. Mais 14 degrés à plus de 100 mètres, c'est 14 fois plus froid que l'Antarctique en vérité. Donc c'est assez dur, au bout de quelques heures, on est quand même cuit. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on peut rester aussi longtemps qu'on veut. Et quand on a fait plusieurs heures, qu'on a eu sa dose, évidemment on ne peut plus remonter. Puisque là pour remonter, il faudrait des jours. Ben là on rentre dans une tourelle, pressurisée, on ramène cette tourelle à la surface très vite, mais comme la pression à l'intérieur reste la même, il n'y a pas d'accident de décompression, on connecte cette tourelle à un caisson de vie dans lequel règne aussi la même pression qu'au fond. Donc pour le corps humain, la plongée continue, quoi. Donc il n'y a pas de danger de décompression. Et dès qu'on est retapé, qu'on a mangé, dormi, qu'on est en pleine forme, on peut repartir plonger aussitôt. De toute façon, physiologiquement, c'est une seule et même plongée qui va durer tout le temps de la mission. La décompression n'est pas proportionnelle. C'est même la définition même de la saturation. On est saturé très vite. À ces profondeurs-là, au bout de quelques heures, on est saturé, c'est-à-dire le vase est plein. Donc après que l'on reste 4 heures, 4 jours, 4 ans, on va pas décompresser plus longtemps. Et en vérité, ce n'est plus que la profondeur qui est le facteur de la durée de la décompression. Et la théorie un peu caricaturale, c'est 1 mètre à l'heure. 120 mètres, 120 heures, à peu près 4 jours. Quoi. À peu près 4 jours. C'est ce que, voilà. Donc il faut 4 jours. Mais peu importe le temps qu'on y est resté. Voilà. Si on va à 200 mètres, 8 jours. Voilà. Ça, c'est la profondeur seule qui comptera. Là, l'avantage avec la saturation, c'est que précisément, il n'y a plus d'urgence. Moi la patience, c'est une vertu pour un photographe naturaliste. Pour un plongeur, c'est un luxe. Hein. Un luxe qui ne peut pas se payer normalement. Sauf là. Là, tout à coup, je peux ne pas regarder ma montre, donc je peux me poser au bord de la forêt de corail noir, enfin, la forêt blanche de corail noir, et attendre que les crevettes narvals reviennent et montent quasiment sur l'objectif de l'appareil, attendre que les anthias se mettent en bouquet comme ça, attendre que les calamars se reproduisent, que le poisson-lune se fasse nettoyer. Voilà. Et donc tout à coup, faire un peu de comportement animalier, ce qui normalement à ces profondeurs-là, pas possible, on n'a pas le temps. Donc ça c'était évidemment très très efficace, très bénéfique. Ouais.
Puis c'est surtout la diversité des décors aussi. Il ne faut pas croire qu'il y a un seul type d'habitat à grande profondeur en Méditerranée. Hein. Il me semble que tout ça, c'est quand même très varié. Et pour autant, tout ça, c'est non seulement en Méditerranée, mais en Méditerranée très locale. Hein. C'est pas plus que de Marseille à Monaco. Hein. C'est tout. Hein. Nous, en l'occurrence, on est resté 28 jours. Voilà, 28 jours à enchaîner les sorties autant qu'on pouvait. Et quand on a fait le cumul à la fin et la comparaison, on s'est aperçu avec mes camarades qu'en 28 jours, on avait passé autant de temps à plus de 100 mètres que dans les 10 années qui avaient précédé. Et pourtant, c'est notre job. On y va à 100 mètres souvent. Mais en fait, c'est des temps tellement réduits à ces profondeurs, des conditions tellement compliquées. Et là, c'était tellement... Voilà, qu'en 28 jours, on a fait autant qu'en 10 ans. Et le livre, issu de tout ça, a ce même déséquilibre. C'est-à-dire que les photos, je les ai choisies avec ma compagne, avec Caroline, et on les a choisies indépendamment. On s'en moquait de savoir quand est-ce qu'elles avaient été faites. Ce qu'il fallait, c'est que ce soit nos photos préférées, qu'elles racontent une histoire, voilà. Mais à la fin, j'ai dit, tiens, je vais quand même faire le bilan de quand ont été faites les photos. Ben, je suis arrivé au même déséquilibre. C'est-à-dire que la moitié des photos du livre avaient été faites dans ces 28 jours, l'autre moitié sur plus de 10 ans. Voilà. Ce qui prouvait l'efficacité de cette technique de plongée que je rêve aujourd'hui qu'on a déjà réutilisé une deuxième fois au Cap Corse 2 ans plus tard, et que je rêve aujourd'hui d'utiliser à travers le monde, d'imaginer posséder notre propre système de saturation et d'imaginer un grand voyage autour du monde pour retourner voir des endroits mythiques, que ce soit l'Antarctique ou le Sélacanthe ou des choses, mais avec ces moyens-là, ne plus être limité à grande profondeur. Voilà. Pour l'instant, c'est un projet, mais on y travaille. Alors la Méditerranée, ce qui est incroyable dans l'exposition, c'est qu'on a des photos qui ont été prises devant le Negresco. Il nous dit par 20 mètres de fond devant le Negresco, le fameux poisson-bœuf. Oui, alors ça c'était extraordinaire, effectivement. Le fameux poisson-bœuf, on dirait une divinité aztèque, inca. Ce poisson extraordinaire avec un faciès assez impressionnant, et quand on voit cette image, on a choisi de la présenter grand format. Elle est assez impressionnante et on se dit mais waouh, cette créature, elle doit être au fin fond de la planète, et en fait non. Cette photo, on se baigne au-dessus tous les jours. Voilà, cette photo, elle a été réalisée sur la promenade à portée de quelques palmes, quelques brassées, à hauteur du Negresco, par moins 20 mètres de fond. Et voilà, et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que Laurent Balesta éveille les consciences justement sur le fait que le mystère et la beauté se trouvent aussi tout près de nous. Et c'est ça qui est important de savoir, qu'on n'est pas obligé d'aller dans les Caraïbes ou ailleurs pour voir des choses exceptionnelles. La beauté et le mystère et des créatures extraordinaires peuplent aussi le bord de notre littoral, vraiment tout près de chez nous. C'est plonger nuit devant la promenade des Anglais, là, c'est magique. Parce qu'en fait, il faut bien... Enfin, les gens, peut-être que les Niçois le savent, je ne sais pas, mais c'est très paradoxal. Hein, on est là sur une plage, mais on rentre dans l'eau, on a déjà de l'eau jusque-là, et ça part tout de suite vers les abysses. Il n'y a pas de plateau continental. Voilà. Et donc, la nuit, il y a beaucoup de bestioles qui migrent vers la surface, qui remontent. On peut voir des poissons sabres qui, normalement, vivent à 900 mètres de profondeur. On peut les voir passer en pleine eau. Il y a plein de choses très, très étonnantes. C'est assez intriguant, voire lugubre. On est dans cette pente de vase qui est très brutale. C'est de la vase, mais c'est quasiment vertical. Donc on a toujours l'impression que ça peut s'effondrer. Le premier tremblement de terre, ça doit faire quelque chose là-dedans. Je ne dis pas le tsunami qui peut sortir de là. Bon. Et puis il y a des éperons rocheux qui sortent de ces tombements de vase qui sont très, très impressionnants. J'ai souvenir d'avoir fait une fois une plongée en fin de mission ici, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de scooter sous-marin. Et là, on m'en avait prêté un dans les derniers jours. Je me dis, tiens, je vais en profiter et je vais plonger le long de la promenade. Et je crois que j'ai dû parcourir au moins 1 kilomètre le long de la promenade, peut-être un peu plus, je ne me souviens pas. Mais assez profond, hein, à plus de 60 mètres de profondeur. Et donc, dans cette pente-là, qui est quand même globalement un grand désert,
mais ici et là, il y a des choses qui sortent là, et c'était presque, ça faisait presque peur. Dans la pénombre, ça, le long de cette pente de vase, d'un coup, il y avait un éperon rocheux comme ça qui sortait de ce mur de vase. Wow, tu freinais, hop, tu faisais le tour, tu continuais, hop, un autre éperon. Voilà. Et à cette époque-là, j'étais incapable de faire des photos de ces grands décors. La lumière était trop faible, il fallait des temps d'exposition de 10 secondes dans une pente de vase en pleine eau. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on pourrait faire des choses remarquables. Après, moi, quand j'ai fait en 28 jours la saturation, je dis oh, c'est génial, je vais pouvoir aller partout où je suis allé. On a fait la liste et je me suis même pas rendu compte que très vite, quand j'ai fait ma liste, j'avais une centaine de sites que je voulais voir. J'avais 28 jours, bon, voilà, plus quelques soucis de météo qui a fait choisir un endroit plutôt qu'un autre. Et on n'a pas pu aller partout, non. Alors pour les plongées en Méditerranée, et notamment pour les photos de l'exposition, on l'a écouté tout à l'heure dans le passage de Laurent Balesta sur la Méditerranée, c'était hyper technique, donc des plongées à plus de 100 mètres pendant 28 jours, et donc beaucoup de technique. Et c'est là où je trouve que le travail de Laurent est incroyable, c'est qu'il y a la technique de plongée, mais il y a aussi la technique photo. Je vais vous faire écouter un passage sur la révolution du numérique pour Laurent, et on va en parler après, mais de manière plus globale par rapport à toutes les expos du musée. Quand j'ai commencé les plongées profondes, ici, à Nice, Villefranche, entre 2000 et 2006, j'étais en argentique. Je descendais au fond de l'eau avec un pied. Je posais mon pied pour faire des poses lentes, pour faire des temps d'exposition de plusieurs secondes, pour essayer de capter des décors. On prenait des pellicules de 400 ISO en disant on exagère, il va y avoir du grain. Et là, maintenant, on est à 12 000 ISO. Enfin bon, voilà. Ah oui, ça a tout changé. Tout changé. Puis à partir de 36 poses en étant illimité après, bon voilà. Non, ça a tout changé. Ouais. Au début, c'était pas terrible parce que les optiques ne suivaient pas. Dès qu'on était en contre-jour, les hautes lumières, c'était pas beau, etc. Mais tout ça, c'est passé. Maintenant, je saurais pas comment faire des photos en argentique désormais. L'exposition précédente au musée, c'était à Viviane Mayer. Donc là, on est vraiment sur de l'argentique, la vieille école à l'ancienne. Et là, on passe à une exposition, comme je disais, très technique, que ce soit au niveau de la plongée ou de la photographie. Est-ce que la transition aussi brutale était voulue? C'est le calendrier? Oui, c'est un petit peu tout ça, finalement. C'est vrai qu'on aime bien proposer une alternance marquée, de faire des contrastes à tout niveau. Et c'est vrai que de passer du travail des plus grandes artistes du XXe siècle sur la street photographie qui travaillait effectivement en argentique et de basculer sur un univers à l'opposé géographiquement d'ailleurs. Oui. Et puis avec une technologie complètement différente et on voit justement l'évolution et l'intérêt dans certaines disciplines finalement de l'intérêt du numérique. Et vous le savez, vous, en votre qualité de photographe distingué, justement, que le matériel correspond à l'usage que l'on a, tout simplement à ce que l'on veut faire. Et c'est vrai que suivant la technologie est surtout intéressante en fonction de certaines disciplines photographiques. Mais là, on le voit, tout l'intérêt de l'évolution à travers l'image numérique et puis aussi toutes les formes d'IA avec les capteurs, les logiciels, les processeurs, etc., qui permettent de réaliser des images maintenant qui étaient inaccessibles auparavant. Et donc voilà, ça, c'est un des aspects, oui, effectivement, intéressant. Alors vous avez parlé à plusieurs reprises de lumière. Je vais laisser Laurent nous en parler également et on reviendra dessus. Le filtre de l'eau ne fait pas simplement que réduire l'intensité lumineuse. Il fait dans la discrimination. Il enlève certaines longueurs d'onde. Les longueurs d'onde du rouge disparaissent dès 5 mètres de profondeur. Donc même si on est dans les Caraïbes, qu'il y a un soleil pas possible, une eau cristalline, à 10 mètres, il n'y a pas de rouge. Et pourtant, la lumière est aveuglante, mais il n'y a déjà plus de rouge. Et puis, à 20 mètres, il n'y a plus de jaune. Et puis, très vite, on est dans le monochrome bleu. Donc, il y a de la lumière, mais il n'y a plus beaucoup de couleurs. Et alors, à passer 40-50 mètres, il n'y a plus que du bleu ou de la fluorescence. Ça, je ne sais pas, non, là, on n'en a pas mis. Mais il y a quand même, c'est assez remarquable quand on est à 100 mètres, 120 mètres. Il reste juste assez de lumière, mais une lumière bleue, pour venir taper sur certains organismes qui font de la fluorescence. Et tout à coup, on est à 120 mètres, mais on a un truc qui est orange fluo, jaune fluo. C'est toujours assez remarquable de voir ça.
Et d'ailleurs, si on a le réflexe d'aller vers eux et de faire une photo sans réfléchir, c'est-à-dire de nouveau avec les flashs, la photo est sans intérêt. Parce que tout à coup, tout ça redevient coloré de manière homogène. Donc là, il faut couper les flashs, faire qu'avec la lumière naturelle, et on a ce truc fluorescent dans un univers tout bleu. Il l'expliquait aussi dans son passage sur la Polynésie. La grosse difficulté était de doser la puissance du flash pour garder le bleu de la lumière naturelle derrière et ne pas avoir un fond complètement noir. Mais oui, c'est ça. C'est remarquable. La première année, d'ailleurs, ils n'ont pas pu faire d'image du tout. La première année, dans ce fameux passage de l'atoll de Whakarawa, il y avait la rencontre avec ce bestiaire extraordinaire, et puis voilà, il fallait apprendre les lieux, il fallait savoir si on allait pouvoir survivre dans un tel environnement, et puis voilà, l'apport d'éclairage et de gestion est extrêmement compliqué dans un contexte comme celui-ci, avec un tel environnement, et puis aussi pour pouvoir encore une fois être le plus proche possible de la réalité de l'espace. Alors on parle beaucoup technique. Et dans l'exposition au musée, il y a 2 passages seulement où on voit de la technique. Alors il y a le film qui est projeté, qui dure à peu près 1h30, et que j'invite tout le monde à regarder, parce que c'est vraiment impressionnant. Et il y a une photo où on voit le plongeur avec les flashs dans la salle 700 requins. Pourquoi il y a juste cette photo-là? Il n'y en a qu'une. Oui, c'est vrai que l'intention aussi, c'était de montrer le contexte et l'envers du décor. Et de montrer aussi déjà l'environnement dans lequel ont travaillé les plongeurs, et de montrer justement le contexte et l'apport de cette lumière justement dans cet environnement particulier. On va maintenant passer à l'exploration et à la transmission avec un passage de Laurent. Il y a d'abord le plaisir d'y être. Il ne faudrait pas être démagogue et dire qu'on fait ça pour témoigner de l'état du monde. Ce serait quand même sacrément démagogue. Et j'ai un peu de mal quand j'entends des photographes parler comme ça. Et il y en a beaucoup. C'est d'abord le plaisir d'être là-bas, tout ça. Après, évidemment, que j'ai besoin que ça ait du sens. De toute façon, je pense pas que j'aurai le cœur à l'ouvrage, la patience suffisante pour... s'il n'y avait pas le sentiment que ce qu'on fait est nouveau. Que ce qu'on est en train d'illustrer ou de comprendre ne l'était pas jusque-là. Combien de temps les mérous se reproduiront à Whakarawa, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans les Tuamotu, dans l'archipel des Tuamotu, cette reproduction massive des mérous collective comme ça, qui a lieu qu'une fois par an, c'était le cas dans tous les atolls. Et il y a beaucoup d'atolls où le phénomène n'existe plus. On a pêché tous les mérous, tout simplement. Et donc ensuite, le mécanisme d'apprentissage de ce cérémonial, de se rassembler, de venir là, qui est souvent non pas de l'éducation, mais de l'imitation. Les petits imitent les gros. Et ils suivent, et c'est comme ça qu'à leur tour, ils feront la même chose l'année suivante. Mais à partir du moment où on coupe le cycle, où on casse le phénomène, parce qu'on les a tous pêchés d'un coup, les petits mérous qui n'ont pas ça dans leur gène ou dans leur instinct, il va falloir combien de temps avant qu'ils reprennent ce mode opératoire? Moi, j'ai besoin d'être animé par un parfum une atmosphère d'exploration honnête, sincère, pas scénarisée. Voilà, voilà, peu importe à la limite le résultat final, peu importe que le but soit irréaliste. Seul compte qu'il ait du panache, enfin que ce soit authentique, que la démarche d'exploration soit authentique. Voilà. Et c'est même des fois j'ai presque du mal parfois à convaincre certains partenaires parce que mes explorations, je l'espère, sont toujours authentiques. On ne fait pas semblant d'explorer. On essaie d'aller au-devant de choses qu'on ne connaît pas, de lieux qu'on n'a pas visités, de phénomènes qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas forcément toujours spectaculaire. Alors là, des fois, les partenaires qui accompagnent disent « Ah ouais, mais ça, cette bestiole-là, ça va passionner personne. » Donc heureusement, aujourd'hui, ils me font confiance et je leur dis « Mais non, mais à partir du moment où c'est nouveau, où la démarche est authentique, on y arrivera à passionner les gens, même avec un petit crabe, même avec un... » Voilà. Je suis aussi peut-être animé par cette envie de montrer les choses tant qu'elles sont encore là. C'est se convaincre soi-même que c'est le principe de jusque-là, tout va bien, quoi.
Quand on entend Laurent parler ainsi, et il a aussi souligné lors de la conférence qu'il n'était pas un militant, on comprend qu'il ne se voit pas comme un messager. Pourtant, ces images touchent, alertent. Est-ce que la photographie peut transmettre un message même quand l'auteur ne le formule pas directement? Et comment vous accompagnez ça en tant que musée? C'est pas facile. C'est pas facile, mais vous voyez déjà dans le propos de Laurent Balesta, voilà, ce qui est touchant, intéressant, c'est que déjà il y a de l'honnêteté. Il y a de l'honnêteté, il y a de l'authenticité, il y a une forme indiscutable de modestie. Parce que même si il ne s'affiche pas comme militant, on le voit depuis des décennies, ça reste un formidable ambassadeur de la cause des océans et notamment militant malgré tout pour la création de réelles zones marines protégées, mais quand on parle de zones marines protégées, de vraies zones marines protégées avec de réelles contraintes en termes de protection et puis d'exploration sur le terrain, etc. Donc maintenant, pour essayer de répondre à cette question de transmission, oui, c'est un peu finalement la force des images de Laurent Balesta, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, tout simplement. Il y a une première approche qui est esthétique et qui est immédiatement accessible. Et puis voilà, il y a cet accent qui est placé sur le mystère, parce qu'on voit justement que ce sont des réelles fenêtres ouvertes sur le vivant, sur la création. Et Laurent Balesta nous permet d'entrevoir des zones qui sont inaccessibles et qui sont le fruit de ces plongées extrêmes, parce qu'encore une fois, il y a le côté exploration, mais il faut voir aussi les conditions dans lesquelles sont réalisées ces explorations. Vous voyez, quand Laurent Balesta parle des conséquences de ces plongées en Antarctique, en mer Adélie, voilà, il dit, 10 ans après, il en a les séquelles aux pieds. Hein. Donc voilà, tout simplement pour dire que ces explorations permettent d'entrevoir des fenêtres sur des zones inexplorées et de nous permettre aussi de réfléchir sur des réalités insoupçonnées et sur le vivant. Et justement, je pense que ça contribue tout simplement à éveiller les consciences, parce qu'on est aussi tout simplement peut-être dans un propos universel. On est face à notre patrimoine commun à tous. Et c'est une des raisons pour laquelle cette exposition touche tous les cœurs, et des plus jeunes aux plus âgés, parce que au-delà de toute considération, on est face à la beauté du monde qui nous entoure, et on est encore plus, on va dire, en conscience de cette beauté et de l'image parfois qu'on ne pouvait pas soupçonner. Et justement de l'urgence et de modifier nos consciences d'essayer de contribuer à cette transformation des actions visant justement à protéger ce patrimoine commun, mondial, universel. Quand on voit les différences entre l'exposition, je vais reprendre l'exposition de Viviane Mayer, qui était une très belle exposition, et l'exposition de Laurent Balesta, où il y a vraiment beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que parce que c'est dans l'air du temps, on parle d'écologie, on parle de technique. Il y a le sommet sur la Méditerranée qui va arriver. Le discours du musée, il doit être. J'arrive pas à exprimer ma question, et en plus je l'avais pas préparé celle-là. Le discours du musée pendant toute cette période, il doit être très intense par rapport à une exposition comme Viviane Mayer, qui est peut-être plus tranquille entre guillemets, si je peux utiliser ce mot. Oui, effectivement, on a vraiment souhaité coller le plus possible aux enjeux de la conférence des Nations Unies. Parce qu'encore une fois, voilà, on le sait, on a ce rendez-vous qui est historique, il ne faut pas l'oublier. Il y a 200 chefs d'État avec 200 délégations qui sont attendues, et donc ils doivent aboutir sur les accords de Nice, avec un engagement sur les décennies à venir, sur les mesures en faveur de la protection des océans. Et dans ce contexte-là, et au regard de la biennale éponyme, la biennale des arts et de l'océan, donc l'intention du musée de la photographie, c'était de proposer une exposition qui puisse aborder l'émerveillement face au vivant, mais aussi faire réfléchir et pouvoir coller le plus possible face aux thématiques, aux grands enjeux de cette conférence des Nations Unies. Et donc c'est ce qui est intéressant, je vous le disais en début de propos, c'est que vraiment Laurent Balesta, il coche toutes les cases.
c'est que voilà, il y a de l'esthétisme évident dans son travail, il y a une signature photographique unique, parce que vous savez, des photographes qui font des jolies photos en fond sous-marin, il y en a. Mais ce qui va faire la différence toujours, c'est la singularité du travail, c'est ce qu'on appelle l'écriture, la singularité au niveau de la photo, ce qui distingue aussi Vincent Munier parmi les photographes documentaristes animaliers. Et puis voilà, Laurent Balesta, il y a du fond, tant au sens propre qu'au sens figuré, parce que c'est un scientifique de formation avec un bagage important. Il faut savoir qu'au-delà de ce travail artistique, de ces photographies, il a une grosse organisation avec une société composée de toute une équipe de scientifiques qui mènent des expéditions dans le monde entier pour des sujets très sérieux. On le connaît, le grand public le connaît sous l'angle de son travail artistique, photographique, parce que ces images sont belles et qu'elles font réfléchir et qu'il y a du mystère et que voilà, il y a un combo qui est attractif et qui ne laisse personne indifférent. Mais au-delà de ça, il y a du fond. Il y a du fond parce qu'il y a des vraies questions, il y a des vraies données scientifiques et puis il y a aussi un aspect découverte parce que voilà, Laurent l'explique, hein, dans son travail, lui, ce qu'il aime, c'est la découverte, l'exploration. Et vous le savez, il a été notamment le premier à ramener des images du célacanthe vivant, ce poisson préhistorique que l'on pensait éteint depuis plus d'un siècle, qui remontait à l'époque à 150 millions d'années. Et donc, il a été le premier à ramener des photographies de ce poisson vivant lors d'une expédition menée en Afrique du Sud. Voilà, et puis après, vous allez certainement aborder la partie liée à l'expédition Planète Méditerranée qui est l'objet de ce film documentaire extraordinaire. Vous avez raison de dire qu'il faut venir le voir parce qu'il est absolument prodigieux. Ce film documentaire a été réalisé pour Arte en collaboration et donc retranscrit cette expédition dans un contexte de plongée à saturation haute pression qui est absolument prodigieux. Et ce n'est pas par hasard si on dit beaucoup de personnes maintenant dans la sphère du monde, on va dire, de la plongée sous-marine et scientifique, disent que Laurent Balesta, c'est un peu le nouveau Cousteau. Sans le bonnet rouge. C'est ça. Mais je crois qu'il a photographié un poisson qu'il a renommé, je sais plus. C'est ah oui, alors oui, effectivement. Parce qu'il a une espèce de bonnet rouge. Oui, c'est ça. Effectivement, ouais, vous avez raison. Je sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est dans la conférence qu'il en parle. Ouais, c'est ça. Comment on peut voir cette conférence? Elle est en ligne? Elle n'est pas en ligne, mais on est en train de réfléchir à voir si effectivement on ne pourrait pas peut-être faire quelque chose là-dessus. Il faudra suivre les réseaux sociaux du musée pour vous tenir et notamment au courant. le compte Instagram, vous savez. C'est important de le signaler parce qu'il y a pas mal d'informations qui circulent. On va donner tous les liens à la musée Photonis. Voilà. Alors on a parlé du film, j'avais pas prévu d'en parler plus que ça non plus dans cet épisode parce qu'on en est déjà à presque 1 heure. Néanmoins, dans le passage sur la Méditerranée, Laurent nous parle de la technique justement des plongées à saturation à plus de 100 mètres, donc on a déjà un bon aperçu. Ce que le film montre et qui est vraiment incroyable et impressionnant, c'est qu'on voit toujours les photos de Laurent, on s'imagine que c'est Laurent avec son appareil qui fait ses photos. De temps en temps, on voit qu'il y a 1 ou 2 collègues à côté, mais quand on voit le film, il y a 50 personnes sur le bateau pour s'occuper de cette expédition. C'est dingue. Et oui, ça fait penser à la Calypso, tout simplement. Vous parlez de Cousteau, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte opérationnel d'organisation qui est proche, hein, avec plusieurs bâtiments, avec des équipements, avec des sous-marins, avec toute une équipe, avec une débauche de techniques et d'équipements. Donc c'est assez impressionnant. Et ce documentaire est absolument passionnant. Alors grâce à vous, j'ai pu poser mes propres questions à Laurent pendant la visite presse, mais avant d'écouter cette interview, je voudrais qu'on écoute les témoignages des visiteurs que j'ai pu recueillir il y a quelques jours au musée. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une photo qui vous a surpris ? La photo du poisson-bœuf, la grande qui est juste là-haut, ce poisson qui ressemble à un tas de pierres. Oui, ça, je connaissais pas. Oui, ça m'a surpris. En fait, j'ai découvert ce qu'il y avait sous la mer. Parce que des fois, nous, on est en tant que simple humain, on voit la surface de l'eau et on s'imagine pas ce qu'il y a dessous. Surtout à des profondeurs
à de grosses profondeurs. Et là, franchement, j'ai été bluffée. Autant au premier étage, plutôt dans les pays froids, c'est-à-dire en Arctique, en Terre Adélie, tout ça, que en haut, même dans notre Méditerranée, c'est-à-dire moi j'habite à Nice, je vois la mer et c'est tout près, quoi. Je me dis c'est tout près et je le vois pas. C'est vraiment très profond. Et j'ai découvert des couleurs, des animaux, des espèces que vraiment je m'imaginais pas. Et il y a certaines photographies, je me suis dit, c'est presque comme des peintures, tellement ça m'a paru beau, coloré et incroyable. Voilà. Alors, moi, je suis plongeur. Moi, j'ai plongé à Fakarava, là où il y a la photo des requins, donc je réagis encore plus que quelqu'un d'autre, quoi, parce que je connais un petit peu et je trouve que c'est une superbe exposition avec des photos magnifiques, avec un éclairage spectaculaire. C'est vraiment une très belle expo. Ouais, franchement, je dis à tout le monde, venez voir, parce que c'est des photos que vous verrez pas beaucoup ailleurs, quoi. Qu'est-ce que cette exposition vous évoque comme sentiment ? Moi, j'aime bien les musées, j'aime bien la peinture. J'ai moins l'habitude des photos. Ça m'a émue. J'ai pensé à toutes ces petites bêtes, tous ces végétaux qui vivent sous l'eau. Et c'est un autre monde, quoi. En fait, nous, on est là, eux, ils sont en dessous. Et ça m'a émue. L'émotion d'être responsable, de vouloir conserver, de ne pas détruire la vie sous-marine et de faire tout ce qui est possible de limiter le réchauffement climatique, vraiment. Ouais. Ah, l'émotion je retrouve un peu l'émotion de la plongée, de ce calme, cette sérénité, c'est d'être loin du monde, dans un univers complètement différent. Le vivant est quand même admirable encore. Et c'est ça qui fait chaud au cœur. Des fois, on est un peu alarmiste. Et finalement, quand on voit de belles images comme ça, on se dit qu'il y a encore de belles choses dans le monde, dans la nature, que ce soit en haut, sur terre ou sous l'eau. Ah, il y a un sentiment à la fois de profondeur et de plénitude sous l'eau. Nous sommes plongeurs nous-mêmes, donc nous apprécions particulièrement cette ambiance sous-marine et profonde, intense. Alors vous avez dit que vous aimiez les musées, mais plus pour la peinture, peut-être la sculpture. Est-ce que ça vous donne envie d'approfondir un peu vos connaissances sur la photo ? Ah oui, totalement, oui, bien sûr. J'aime aussi la photo, moi je fais un peu de photo, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à aller dans les musées de peinture que dans les musées de photo. Effectivement, il y en a peut-être moins, je sais pas, moi je connais moins. Et oui, ça m'a donné vraiment envie, oui. Est-ce que vous connaissiez Laurent Balesta avant de venir ? Oui, je connaissais, je connaissais, puisque quand je suis allé en Polynésie, j'avais vu ses reportages, notamment sur Fakarava. Donc moi, j'ai plongé sur le fameux mur de requins où il y a 700 requins qui sont là. Donc c'est vrai que je m'étais un peu documenté sur lui avant pour voir qu'est-ce qu'il avait fait et où il avait plongé. Ça m'a un petit peu guidé dans ma recherche, quoi. Bien sûr, on l'a regardé plusieurs fois à la télé. On l'a connu au début quand il était à Ushuaïa avec... je ne sais plus son nom, le ministre Nicolas Hulot. Et on s'est toujours intéressé à ce qu'il faisait. On a acheté quelques-uns de ses livres, donc c'est quelqu'un qu'on connaît. Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus sur la photo sous-marine ? Mais bon, comme vous êtes plongeur, j'imagine que vous en connaissez déjà un bon rayon. J'en connais un bon rayon, j'ai essayé et c'est très, très difficile. Je suis admiratif des résultats de Laurent Balesta parce qu'arriver à faire des photos d'ambiance en plongée sous-marine, c'est très difficile. Prendre un petit poisson à 20 cm de distance, ça on y arrive. Mais ce qu'il arrive à faire, lui, à 120 mètres de profondeur, chapeau. Vous avez un dernier mot pour conclure cette petite interview ? Écoutez, moi, j'engage les gens à venir parce que franchement, je vous dis, c'est fantastique. Le film est très beau parce que ça a plusieurs approches de la plongée. Ça permet de voir quand même que c'est une sacrée aventure, quoi. On va sur la Lune, ça nous paraît incroyable, mais descendre à 100 mètres de profondeur et y rester 6 heures, c'est aussi incroyable. Donc franchement, venez voir parce que c'est sympa à voir. Ouais, franchement, venez voir. Je voudrais dire que l'exposition, je la trouve merveilleusement faite, en fait. J'aime beaucoup, en fait, le fait qu'il y ait des petites photos, des moyennes photos, et que d'un coup, on se retrouve face à un mur entier avec vraiment un agrandissement, quoi, ou carrément le mur qui est en photo. Ça, vraiment, on a l'impression d'être dedans, d'être plongé, en fait, sous l'eau, avec lui. Vous repenserez à cette exposition la prochaine fois que vous irez vous baigner ? Tout à fait. Avec émerveillement ou peur ?
avec émerveillement. Eh ben, j'espère qu'il continuera encore longtemps à nous émerveiller. Sympa les retours des visiteurs sur l'expo. C'est touchant, ça fait bien sûr plaisir, et puis ça nous conforte dans l'idée de se dire qu'on est sur la bonne voie, et que surtout le message de l'artiste passe, c'est-à-dire on parle d'émerveillement, de conscience, justement de ces beautés du vivant qui est à proximité, et justement d'ouvrir les cœurs, les consciences, et puis voilà, d'entendre tout simplement que les visiteurs sont heureux, qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils en parlent autour d'eux. Pour nous, c'est fantastique. Ce qui m'a frappé personnellement quand je suis venu pour recueillir ces témoignages, c'est que je suis venu très bêtement à 10h le matin quand le musée ouvre, mais il a fallu que j'attende très longtemps pour avoir des visiteurs qui aient fini de voir l'exposition. Je crois que j'ai rien enregistré avant 11h, 11h30, et ce qui m'a frappé, c'était le temps que les visiteurs passaient sur l'exposition. C'est toujours comme ça ou non? Là, c'est particulièrement marqué sur Laurent Balesta, le temps que les visiteurs passent au musée. Je sais pas si vous arrivez à le mesurer, ça. Finalement, on voit que nos visiteurs passent quand même pas mal de temps, parce que c'est vrai que vous êtes happés par un univers, et là, on est dans l'univers des profondeurs, les mystères des fonds marins, mais il y a les images racontent une histoire, en fait, et c'est vrai que c'est difficile de faire un passage comme ça, vite fait, de regarder. Je veux dire, on est forcément attiré. Il y a un magnétisme sur les images, parce que voilà, en plus il y a plusieurs niveaux de lecture, encore une fois. Et on constate que nos visiteurs, on a un public fidèle de plus en plus important. La fréquentation du musée de la photographie Charnègre est de plus en plus importante chaque année, et on voit que les visiteurs viennent et reviennent voir les expos, les mêmes expos, et même souvent le film. Et c'est vrai que ce film aussi est absolument fascinant. Alors le jour où j'ai enregistré les témoignages, je vous ai croisé rapidement dans le musée. Vous m'avez dit que la veille, il y avait eu 800 visiteurs. Oui. Vous attendiez à cette fréquentation? Oui, mais maintenant ça devient effectivement assez régulier. On a encore une fois l'intention, c'est je vous le disais à un moment de notre échange, c'était l'ambition de proposer ces artistes qui ont cette capacité à toucher un vaste public avec un travail qui réunit à la fois l'exigence, l'esthétisme, et puis plusieurs niveaux de lecture. Et voilà, on est là sur le travail de Laurent Balesta, on est vraiment sur un propos universel, et c'est vrai que l'exposition remporte un beau succès. Il y a un témoignage qui vous a surpris, marqué? Oui et non, en fait. C'est vrai que c'est intéressant les différents publics et visiteurs que vous avez pu interviewer, puisqu'on voit, on entend un moment un monsieur qui est apparemment un plongeur expert, et qui parle de Laurent Balesta, et on comprend que voilà, Laurent Balesta, dans le monde de la plongée sous-marine, c'est une icône vivante. Voilà, parce que voilà, il est connu depuis des décennies, il fait des prouesses en termes d'exploration, de retour d'image, et voilà, c'est intéressant de voir de personnes confirmées dans cette discipline qui expliquent la difficulté de réaliser des images comme celle-ci. Ce qui est touchant aussi, c'est de cette dame qui dit qu'elle est plutôt habituée à fréquenter des... Je l'ai mis exprès pour vous. Ah, c'est sympa. Qui dit qu'elle est plutôt habituée à aller fréquenter des musées dédiés aux beaux-arts, à la peinture, etc. et qui va découvrir notre établissement par rapport à une expo comme ça, et qui va lui donner l'envie de revenir. Et c'est exactement notre ambition. Voilà, c'est de développer les publics, de faire rayonner la photographie, de faire connaître l'établissement, et je pense que les artistes que nous présentons ont cette capacité justement à toucher les cœurs, à émouvoir, parfois bouleverser. Et puis encore une fois de se dire que si les visiteurs dans cette époque compliquée où nous vivons, avec toutes ces préoccupations liées à la politique, au social, au contexte international, à l'incertitude, au quotidien de tous les jours, parfois difficile, et bien voilà, de pouvoir à un moment avoir cette parenthèse suspendue avec la beauté, avec l'émerveillement,
Et quand les personnes ressortent, voilà, et qu'elles ont passé un bon moment et qu'elles ont appris des choses et qu'elles ont envie de le partager, eh bien on se dit que finalement on est sur la bonne voie et que l'on remplit notre mission de service public. Alors je disais tout à l'heure, grâce à vous, j'ai pu poser mes propres questions à Laurent. J'étais content parce que j'avais essayé de faire un épisode de podcast avec lui l'année dernière et il était plutôt pour, mais le problème était de trouver du temps. C'est sûr que quand on passe 28 jours sous l'eau, ça laisse moins de temps à la surface pour faire d'autres choses. Alors je vous propose d'écouter tout de suite cette interview. Bonjour Laurent, félicitations pour la conférence avant-hier, c'était très sympa. Merci, bonjour. J'aime bien commencer avec une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la photo. Thomas Pesquet, il est sympa? Oui, il est sympa. Il est un peu désarmant parce qu'il il paraît tellement à l'aise dans tout. Que je l'ai fait plonger une fois avec un sous-marin. J'avais l'impression qu'au bout d'une demi-heure, il aurait pu piloter le sous-marin tout seul. Je l'ai vu regarder un peu partout dans le sous-marin, pim-pam, les boutons, les machins, les manettes. Je voyais dans ses yeux qu'il comprenait très vite tout, quoi. Donc il a ce côté très impressionnant d'apprentissage ultra rapide de tout cela. Il se trouve qu'à l'époque, sur ce bateau, on était avec un équipage russe et tous les cosmonautes ont des notions de russe, de la langue russe. Et donc j'avais annoncé au pilote russe, j'ai dit, tu pourras peut-être parler russe, il y a un cosmonaute français qui arrive, normalement il parle un peu russe. Et j'ai vu que les gars étaient un peu sceptiques, le russe, ça reste une langue très complexe. Et l'un des pilotes qui était très avare de compliments d'une manière générale est venu me voir en me disant, mais il a appris quand le russe? Parce qu'il le parle couramment. Et donc j'étais allé voir Thomas pour lui dire, mais t'as appris comment? Il me fait, quand on est à l'ESA, on nous donne des notions. Mais bon, comme moi je voulais être cosmonaute, j'ai commencé à apprendre le russe quand j'étais gamin. Le gars, il avait de la suite dans les idées, il savait ce qu'il voulait et le cerveau qui allait avec. Donc moi ça m'a plutôt impressionné. Et à côté de ça, très cool, très sympa, très curieux, énervant quoi, énervant. J'avais quelques questions sur la biodiversité, les fonds marins, la plongée, mais vous avez répondu à toutes mes questions, donc je vais passer directement à une série de questions sur la photographie. Vous dites que ce n'est, dans la conférence que j'ai entendue avant-hier, vous dites que ce n'est pas la beauté seule qui compte, mais le fait de se sentir impliqué. Je sais pas si j'ai exactement dit ça, mais ce que je sais, c'est que mon ambition, c'est peut-être naïf, c'est que j'aimerais que quand on regarde mes images, on ne se dise pas juste « Waouh, comme c'est beau !» Alors vraiment, ça m'apporte aucune satisfaction, cette réaction. Moi, ce que j'ai envie qu'on dise, c'est « mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est où ça ? Mais c'est tellement bizarre. » et que la photo n'engendre que du questionnement. Voilà. De la fascination et du questionnement. Mais pas la dose de plaisir que la beauté en général engendre, comme quand on voit un joli mec ou une jolie fille dans la rue, quoi. Non, pas ça. Quelque chose d'autre, quelque chose qui nous qui touche à l'inaccessible, à l'incompréhensible. Et parce que j'ai la conviction qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui peut encore entraîner un peu de respect. Quand on est devant quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, et qui nous sidère, qui nous fascine. Voilà, c'est très ambitieux, mais c'est ce que j'aimerais qu'il se passe quand on regarde une de mes photos. Tu parles du Sélinquante comme d'un Graal, mais au fond, c'est quoi pour toi la vraie beauté d'une image ? Je viens de le dire, c'est que ça soit autre chose qu'une histoire d'esthétique, de courbes et d'harmonie des couleurs, que ce soit plutôt une interrogation sur la réalité même de cette image. Moi, ça me plaît pas mal quand on dit mais ça c'est réel. Voilà. Alors là, quand devant une photo de la nature, je ne fais pas des photos dans des studios, et qu'on se pose la question si tout ça est bien réel, alors là c'est gagné. C'est parce que on vient de révéler quelque chose qui était sans doute inconnu pour cette personne jusque-là. Voilà, moi c'est cela qui m'intéresse. De toute façon, je pense que je n'aurai ni le talent ni la patience pour
être confronté à quelque chose de bien connu, je sais pas moi, un magnifique dauphin, une sublime baleine à bosse, et qu'on me dise allez, fais preuve de ton talent, si tant est qu'il y en ait, et vas-y, sublime cette baleine par une photo. Je pense que je ferai rien de bon. Voilà. Il y en a tellement eu des belles photos de baleines, puis il y en a tellement eu tout court. Moi, là où je vais avoir une énergie parfois sans limite, c'est quand je suis devant quelque chose qui est pas connu, que moi-même je découvre. Alors là oui, je peux. C'est sans doute là que je suis le plus concentré et que je vais essayer de donner le meilleur du peu de temps qui m'est autorisé dans cet univers qui, au final, quand même, n'est pas le nôtre et où mon temps est forcément limité. J'ai une série de questions récurrentes dans le podcast. Si tu ne devais garder qu'une seule photo, laquelle ? Peut-être mon petit gobi d'Andromède à la sortie de mes études, ce petit poisson de 3 cm photographié à Bagnols-sur-Mer qui a donné le nom à ma société. Et si on lui a donné ce nom, c'est parce que dans ce petit poisson, le gobi d'Andromède, se logeait un espoir très important pour le gamin, ou l'étudiant que j'étais. C'est-à-dire, j'avais pas de doute sur le fait que je vivrais ma passion toute ma vie. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Mais j'avais de grands doutes sur le fait de vivre de ma passion. Et parce que j'avais photographié ce poisson-là, au nez et à la barbe d'une communauté de plongeurs et de chercheurs du laboratoire Arago à Bagnols, naïvement, je me dis ça c'est la preuve que c'est bon, quoi, que tu peux y arriver. Alors peut-être cette photo-là a été très décisive, celle du gobi d'Andromède. Est-ce qu'il y a une photo que tu regrettes de ne pas avoir prise ? Ah oui, celle des requins pèlerins quand j'étais adolescent, à la fin de l'adolescence, au large de chez moi, entre Carnon et Sète. Nous étions en train de chercher une épave au mois de mars, donc en hiver. Mais le temps était il faisait pas beau, il faisait gris, mais il n'y avait pas de vent, la mer était lisse, parfaitement lisse. Et donc je dois avoir 17 ans, et je n'ai jamais rien vu d'autre que des petits crabes, des seiches et des pieuvres jusque-là. Je plonge depuis longtemps, je suis moniteur de plongée, mais enfin j'ai pas vu grand-chose. Et tout à coup, autour de notre bateau, des requins pèlerins dont le plus petit faisait 5 ou 6 mètres, il y en avait une dizaine. Et ça a été un moment d'une émotion. C'est-à-dire quand on tombe sur quelque chose qu'on ne cherchait pas, de taille gigante. Tout à coup, j'étais dans les documentaires du commandant Cousteau. J'avais passé ma vie à faire semblant d'y être, mais là, d'un coup, j'étais convaincu d'y être cette fois-ci. Et j'avais pas d'appareil photo. Je suis resté 3 heures dans l'eau avec eux au mois de mars, à m'accrocher sur leur dos, à observer tout ce qu'ils avaient autour d'eux. C'était pas juste des animaux géants, c'était des écosystèmes. Il y avait des poissons pilotes, des sangsues, il y en a un qui traînait un filet de 40 mètres derrière lui. C'était fascinant. Et quand je suis rentré, j'ai raconté ça, évidemment. J'étais pas moins bavard à l'époque que je le suis aujourd'hui. Et je voyais dans les yeux du scepticisme. Je voyais que personne ne croyait cette histoire, en fait. À part ceux qui l'avaient vécu avec moi, on était quand même 3. Et je me suis dit, plus jamais sans faire d'image, quoi. C'est pas possible. Ce que l'on vit est trop incroyable au sens propre. Il faut le montrer. Voilà. C'est la photo que j'ai pas fait. Les requins pèlerins au large de Sète. Quelle est, selon toi, la force unique de la photographie face aux autres médiums ? C'est la force de l'instant. Et je trouve que du coup la photo sous-marine est peut-être encore plus légitime que les autres. C'est-à-dire que la photo sous-marine, c'est quand même aller ramener un témoignage, un instantané d'un endroit où on ne peut pas s'installer durablement, où on reste des primates dépourvus de branchies. Donc cet univers sous-marin, n'en déplaise aux apnéistes qui nous parlent d'harmonie, de fusionner avec le milieu et autres mysticismes un peu naïfs parfois, c'est pas pour nous. On meurt de froid très vite ou de noyade très vite. Alors la photo sous-marine, je trouve qu'elle a cette légitimité d'aller figer pour l'éternité des endroits, des créatures qu'on ne peut qu'aller apercevoir rapidement. Et une dernière question. Un photographe à me conseiller pour un prochain épisode de mon podcast ?
Un photographe à te conseiller. J'en suis beaucoup sur Instagram, beaucoup trop d'ailleurs. Est-ce que c'est un photographe terrestre ou un photographe... Peu importe. Oh, là, je suis pris de court quand même. Si, il y a Thomas Pesquet. Ah oui. Si je dis Thomas Pesquet ou Vincent Munier, il n'y a pas besoin de moi pour... voilà. Non, mais il y a un photographe écossais qui fait des photos marines, sous-marines, qui me fascinent, mais j'ai oublié son nom. Donc c'est toi qui le diras une fois qu'on l'aura retrouvé dans ton podcast. Tu diras son nom et j'ai honte de l'avoir oublié. Et je trouve fascinant la qualité de ces images. Vous me ferez une petite voice avec le nom du photographe. Peut-être même une petite liste. Il y en a, voilà, ils n'ont pas des milliards de followers sur leur compte, mais moi je suis toujours un peu bluffé par ce qui sortent. Donc je peux faire une petite liste. J'ai un problème avec les noms. Je retiens mieux leurs œuvres que leurs noms. Merci beaucoup. Est-ce que par hasard vous avez pu poser la question sur ce photographe, il ne se rappelait plus son nom? Oui, effectivement, je crois que sur le moment, le nom ne lui revenait pas, mais c'est un des nombreux photographes qu'il suit effectivement sur Insta. Il en suit beaucoup, donc j'ai essayé de trouver, mais avec juste photographe écossais, c'était compliqué, mais on va enquêter, on mettra la réponse sur les notes de l'épisode. La première question que j'ai posée sur Thomas Pesquet n'était pas complètement innocente par rapport à la programmation du musée. On a eu Vincent Munier, on a eu Laurent Balesta. On sait qu'ils ont déjà fait une conférence à 3 avec Thomas Pesquet. Est-ce qu'un jour on aura Thomas Pesquet au musée de la photo? Très honnêtement, je vous avoue que c'est une idée qui me trotte depuis un petit moment. Je l'ai pas concrétisé, je l'ai pas prévu, mais je me l'interdis pas non plus. C'est vrai que après avoir exploré les profondeurs sous-marines, après avoir exploré les confins du monde, c'est vrai que peut-être d'accéder aux étoiles et à ce magnifique travail de Thomas Pesquet, ça pourrait être intéressant. C'est une idée, effectivement. Stéphane, l'interview touche à sa fin. On a un épisode qui va faire, à mon avis, plus d'1h30. Un épisode entre art, science et regard porté sur le vivant, comme je disais tout à l'heure. Merci à Laurent Balesta. Merci à vous, Stéphane Talon, pour l'invitation à la visite presse qui m'a été très utile pour faire cet épisode. Vous pouvez nous rappeler l'adresse du musée? Alors oui, le musée donc est situé 1 place Pierre-Gautier à Nice, donc c'est au milieu du cours Saléa, cette grande place carrée face au Palais Sardes. Et donc le musée est ouvert tous les jours, du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h non-stop. Rappelez que l'entrée est gratuite pour tous les résidents de la ville de Nice et aussi du territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et pour les enfants aussi, c'est ça? Pour les enfants, voilà, pour les mineurs, pour les personnes en situation de handicap, etc. Et donc, vous avez l'exposition de Laurent Balesta, l'exposition de Manon Langouer que nous allons inaugurer ce soir à 19h. Et puis, vous pouvez voir donc 2 expositions et un film, surtout le film Planète Méditerranée, à découvrir absolument. Les réseaux sociaux du musée, il y a Instagram, vous pouvez nous le rappeler? Oui, bien sûr. Merci de l'évoquer. Le compte Instagram est intéressant à suivre puisqu'il y a des publications, des petites vidéos qui ne sont pas sur le site internet. Donc, le site Instagram du musée, c'est @musée-photo-nice. Et le site internet? Et le site internet, vous faites www.musée de la photographie Charnègre et vous allez trouver de suite. Ok, on mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Les auditeurs qui sont encore là en train de nous écouter, merci à vous d'avoir suivi. Un grand merci à vous pour cette invitation et bravo pour tout ce que vous faites. Merci Stéphane. Continuez à explorer, à regarder, à vous émerveiller. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir Stéphane. Au revoir. Vous venez d'écouter Photostoria, un podcast imaginé et présenté par le photographe Julien Gérard. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez également en parler autour de vous et le partager. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur le site podcastphotostoria.fr. À très bientôt pour de nouvelles histoires d'images et de regards.